Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit à nouveau le professeur Garabédian, gynécologue obstétricien au CHU de Lille, pour nous parler de l'intérêt et des différentes indications de l'échographie en salle de naissance au cours du travail. Bonjour professeur Garabédian, merci de revenir sur les ondes du micro des gynécos pour cette fois-ci nous parler de l'échographie et de sa place en salle de naissance. Tout d'abord, pourquoi utiliser l'échographie en salle de naissance ? Alors bonjour à tous, c'est une très bonne question. Pourquoi l'utiliser? Finalement le gold standard clairement reste la clinique, et ça vous verrez, je pense que je vous le redirai plusieurs fois, mais cette clinique elle est quand même imparfaite, et quel que soit notre niveau d'expérience, eh bien ça nous est arrivé à tous de nous tromper sur la variété de présentation, et ça c'est déjà un point majeur. Et puis ça peut être une aide, notamment en fin de travail, pour avoir une idée plus précise de l'engagement, et puis à nouveau surtout de la variété. Et alors, quel type d'échographie on peut faire ? Alors la première écho, elle est toute simple, toute bête, c'est de balayer par voie abdominale pour trouver le côté du dos, de savoir si c'est antérieur, postérieur, si c'est une gauche, si c'est une droite. Ça peut être très aidant, notamment lorsqu'on est sur une variété transverse. Et puis après, donc, c'est d'aller voir la variété de la présentation. Alors l'écho, elle se fait donc en suspubien, et ça nous permet de trouver si on est sur une variété antérieure ou postérieure, en prenant au postérieur comme point de repère finalement les globes oculaires. Ça nous permet de bien savoir si on est sur une variété antérieure ou postérieure. Et puis ensuite, on va regarder la ligne médiane qui va nous permettre de nous donner l'axe de la présentation, et donc de savoir si on est sur un axe gauche, droit ou transverse. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est une présentation qui est asynclite. Lorsqu'on va poser sa ventouse, par exemple, ou mettre un forceps, c'est quand même assez important de savoir si on est sur une présentation asynclite ou pas. Ça, c'est l'écho de variété. Et puis après, il y a l'échographie d'engagement qui peut se réaliser en complément de cet écho de variété. Alors, il y a deux types d'échographie d'engagement. Oui, alors l'écho d'engagement, en fait, il y a même plus que deux types. Il y a surtout deux mesures qui sont réalisées en France, donc qui est la distance tête-sonde par voie translabiale. Et donc ça, c'est une mesure qu'on réalise en France sans appui. Donc on va poser sa sonde. Alors un petit rappel toujours, c'est de façon très propre, pas forcément stérile, puisqu'on prend un doigtier et on met du gel dedans, mais c'est toujours, on protège sa sonde, on fait l'examen après avoir mis des gants. Et on fait attention aux éclaboussures de sang, notamment sur sa sonde et puis sur le fil. Et puis bien sûr, on informe le couple de pourquoi on fait cette échographie. Donc pour l'échographie d'engagement, donc comme je vous disais, il y a la distance tête-sonde par voie translabiale, et puis transpérinéale. Et ensuite, si on tourne notre sonde de 90 degrés, eh bien on peut aussi faire la mesure de l'angle de progression. Et alors, quels sont les repères quelles sont les mesures qui nous aident à voir l'engagement et puis le degré d'engagement ? Alors, il y a des recos internationales de l'ISUOG. Pour l'engagement, en faisant l'angle, la mesure, elle est autour de 116 degrés. Et puis pour la distance tête-sonde, il faut savoir que les anglo-saxons et les scandinaves le font avec pression sur les tissus mous, alors qu'en France, on le fait plutôt sans pression sur les tissus mous. Alors, pour les recos de l'ISUOG, c'est avec pression jusqu'à ce que la femme ressente un certain inconfort. Voilà, c'est comme ça que c'est marqué dans les recommandations. Mais il n'y a pas du tout le même taux de péridurale, et puis je suis pas sûr que ce soit le but que la femme ressente un inconfort quand on fait cet examen. Donc en France, on fait surtout la mesure sans pression, et on prend un peu comme seuil pour retenir facilement 20, 40, 60, 20 partie basse, 40 partie moyenne, 60 finalement partie haute engagement. Et à partir de là, en fait, il faut se dire que c'est, comme je vous ai dit au départ, une aide à la clinique. Souvent, on se dit qu'au-delà de 60, il faut vraiment discuter de l'intérêt d'un accouchement instrumental, ou du moins déjà tout préparer pour aller faire une césarienne, c'est-à-dire préparer le couple, et puis aussi prévenir l'anesthésiste que ça peut partir en césarienne. Ok, et concernant l'angle de progression, comment il se fait et quelles sont les mesures ?
Alors pour l'angle de progression, donc qui est moins utilisé en France, mais qui est une mesure qui prend comme repère la symphyse pubienne et qui va donc tracer un angle entre la symphyse et puis la présentation fœtale, donc la tête fœtale. Les mesures, elles peuvent se faire très facilement sur les appareils d'écho en salle de naissance. Et donc, le repère habituel, c'est, comme je disais, 116 degrés. Après, il y a moins de chiffres pour les hauteurs, mais bien sûr, plus l'angle va s'ouvrir, plus la présentation sera engagée et descendue dans le bassin, quoi. Ok, on n'a pas les paliers comme l'écho transpérinéal. Il y a moins les paliers, ouais, c'est vrai. Ok. Et est-ce que alors ces mesures, elles peuvent nous aider quand on envisage un accouchement, de prédire un accouchement spontané ou d'un accouchement instrumental plutôt difficile? Après, c'est difficile de caractériser exactement ce qu'est un accouchement difficile, mais Bah voilà, c'est déjà tout le problème dans la littérature, c'est de comment on définit un accouchement difficile, comment on définit une ventouse difficile. Est-ce que c'est notre ressenti? Est-ce que c'est parce qu'il y a 2, 3 lâchages? Ou est-ce que c'est parce qu'on doit utiliser un second instrument ou faire une césarienne? Eh bien, en fait, c'est un tout petit peu plus prédictif que le toucher vaginal, mais il faut voir qu'à chaque fois, les courbes ROC, elles sont entre 0,6 et 0,7. Donc, c'est pas fameux, c'est mieux que le toucher vaginal. Mais bien sûr, plus on va avoir une mesure haute, plus on va avoir de risque de dystocie des épaules, de changement d'instrument, de durée d'accouchement instrumental supérieure à 10 minutes, de risque de césarienne. Après, il n'y a pas de cut-off précis, ça dépend des séries. Et puis, par exemple, nous, on avait fait une série entre Poissy et Lille, mais on trouvait que ça ne permettait pas de prédire la survenue d'une LOSA. Mais ça permet quand même de mieux prédire un accouchement difficile, même si ça ne remplace pas du tout la clinique. et est-ce qu'il vaut mieux utiliser les deux ou il y a une mesure qui est supérieure à l'autre? Entre la distance tête-sonde et puis donc l'angle, en Ouais. fait, il n'y a jamais d'étude qui a vraiment comparé les deux. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul essai randomisé dans la littérature qui évalue l'intérêt de l'échographie en salle de naissance en randomisant. Donc en fait, il y a pas de, c'est plus des histoires d'école. Et puis plein de fois, vous allez vous retrouver dans des salles de naissance où on va vous dire sortez-moi cet appareil. Il n'y a que la clinique qui compte. Est-ce qu'on peut rappeler les chiffres d'ailleurs d'erreurs de variété et d'engagement sur un TV? Oui, bah il y a plusieurs séries, hein. On est entre 30 et 60% pour l'erreur de variété et autour de 30% hein, pour l'engagement lorsqu'on le fait sur simulateur, hein. Et ça, qu'on soit interne ou PU. Ouais, c'est ça, quoi. PU, PH, sage-femme expérimentée, bien sûr, tout le monde se trompe. Et puis, il faut voir, nous, on arrive en fin de travail, il y a une bosse sérosanguine, c'est difficile d'apprécier. Et très honnêtement, c'est notre point de vue, du moins à Lille, et puis quand même partagé par plusieurs, moi je n'envisage plus aujourd'hui un accouchement instrumental sans une échographie de variété. Je ne parle pas à l'engagement, on peut en discuter, hein, c'est bien sûr de l'intérêt et on voit bien que c'est pas beaucoup plus prédictif que le toucher vaginal pour dire si c'est difficile ou pas, mais aller poser une ventouse ou un forceps sur une variété qu'on pense antérieure alors que c'est une postérieure, pour moi c'est un non-sens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une écho de variété, ça prend quelques secondes, hein, et puis même si on peut la faire par voie abdo et on voit le côté du dos et puis si c'est antérieur ou postérieur. Et comme vous le rappelez, c'est plutôt une aide à la clinique qu'un remplacement de la clinique. Et ça peut même faire progresser notre clinique finalement aussi. Ouais, bah on voit bien que Léa, vous avez été interne à Lille. Évidemment, on progresse en clinique puisque aujourd'hui, eh bien, on a vraiment la confrontation entre le toucher vaginal et puis la vraie variété qu'on peut voir en échographie. Et moi, je trouve que j'ai progressé en clinique grâce à l'échographie. Mais évidemment, l'échographie ne remplace pas la clinique. Eh ben, merci beaucoup, professeur Garabédian, pour ces informations sur l'échographie en salle de naissance. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Moi, je pense aujourd'hui, vraiment comme plusieurs, que il faut se former à ça, au moins à l'échographie de variété. L'échographie d'engagement, ça peut être une aide à sa décision et à l'information du couple, mais tout ça, bien sûr, ne remplace pas la clinique, mais au contraire, nous aide à nous améliorer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.